Donc bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous proposer un corrigé du TP sur l'activité géologique au niveau des dorsales océaniques. Donc pour réaliser ce TP, vous aviez un certain nombre d'acquis à votre disposition, des notions qu'il fallait utiliser. Donc on sait que les plaques lithosphériques, elles divergent de part et d'autre des dorsales océaniques. On connaît la structure, la composition de la lithosphère océanique puisqu'elle est composée de haut en bas de basalte en surface, de gabbro sous le basalte et de péridotite sous le gabbro. La péridotite étant la roche du manteau lithosphérique et le basalte et le gabbro étant les roches de la croûte. Vous avez vu aussi qu'une nouvelle lithosphère océanique est formée au niveau des dorsales par remontée de magma qui solidifie et qui qui refroidit et en refroidissant solidifie et donne des roches, donc le basalte et le gabbro. Vous avez pu dans le TP précédent mesurer les vitesses de déplacement de cette lithosphère océanique qui se forme au niveau des dorsales grâce à différentes méthodes, comme l'étude de l'âge des sédiments océaniques qui se déposent sur le plancher océanique, comme l'utilisation de balises GPS ou l'utilisation des anomalies magnétiques qui s'enregistrent dans les basaltes qui se forment. Et donc en enregistrant ces anomalies magnétiques, on pouvait aussi avoir une idée de l'âge des roches de la croûte océanique et donc des vitesses de déplacement. Donc Hess et Dietz, en 1961, avaient proposé ce modèle de la formation de croûte océanique au niveau de la dorsale, donc par remontée de magma de la croûte océanique et par conséquent de la lithosphère océanique se forme au niveau de la dorsale. Comme il y a remontée permanente de magma, il y a formation permanente de roches. Les roches nouvellement formées vont repousser les roches les plus anciennes qui vont s'éloigner peu à peu de la dorsale, selon un mécanisme appelé de tapis roulant. Et ce mécanisme, il est symétrique puisqu'on a à peu près la même vitesse de déplacement de part et d'autre de la dorsale. Donc le but de ce TP avait été de vous faire répondre à plusieurs questions, comprendre quelle était l'origine du magma émis par les dorsales, comprendre comment il est possible à partir d'un seul magma de former plusieurs roches, le basalte, le gabbro, par exemple, et étant donné que la lithosphère, en s'éloignant de la dorsale, vieillit, comprendre quelles sont les modifications qui peuvent se produire au niveau de cette lithosphère océanique au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale. Donc l'activité 1 s'intéressait à l'organisation de la lithosphère océanique au niveau d'une dorsale. Donc le document C du bouquin était un document de sismique réflexion. On en a déjà vu le principe dans le chapitre 1. Donc consiste à enregistrer des ondes sismiques qu'on a envoyées sur le dessus et à enregistrer leur comportement. Les ondes sismiques, elles sont réfléchies par les surfaces lorsque ces surfaces sont un petit peu différentes du milieu traversé au-dessus. Plus le milieu est dense et solide, plus on va avoir de la réflexion, moins le milieu est dense et solide, moins les ondes seront réfléchies, puisque leur vitesse est modifiée et leur comportement est modifié lorsque le milieu est moins solide, plus ductile, et donc plus chaud et moins dense. Donc avec la sismique réflexion, on avait vu dans le chapitre 1 qu'on pouvait mettre en évidence le mot, car c'est un réflecteur important, donc on va le retrouver ici. Et puis au niveau de la dorsale, que voilà, on va retrouver au-dessus du mot un autre réflecteur qu'on n'avait pas vu dans le chapitre 1. Et entre les deux réflecteurs, on s'aperçoit que la densité des réflecteurs est beaucoup plus faible, ce qui montre que le milieu est beaucoup moins dense et beaucoup plus chaud. On l'interprète comme étant une bouillie cristalline, c'est-à-dire un mélange de roches en fusion, du magma, et de roches solides cristallisées. Vous aviez ce document de profil de sismique réflexion au niveau de la dorsale pacifique à légender et à comprendre. Donc on va retrouver un réflecteur important ici, qui est le mot, et on aperçoit
bien une zone plus claire où la densité des réflecteurs est beaucoup plus faible. Donc on pouvait légender ce document. En rouge, une zone de plus faible densité de réflecteurs et donc plus chaude, et dessous le mot. Ce que l'on peut constater, c'est que le mot remonte, il est bombé au niveau de la dorsale. Donc on explique ce bombement par une remontée du manteau asténosphérique dessous, qui fait remonter le manteau lithosphérique, et donc remonter le mot. La remontée du manteau asténosphérique se traduit par une remontée de magma. Donc on le voit ici, parce que si on regarde précisément le mot, on voit que la ligne elle est floutée. Alors attention, le mot c'est pas une limite physique, c'est juste une séparation entre deux milieux. Ici la croûte océanique, donc là c'est du gabbro. Et dessous, on est dans le manteau, c'est de la péridotite. Donc le mot, ça n'est pas une structure physique, c'est juste la limite entre une roche, le gabbro, et une autre roche, la péridotite. Mais comme les roches sont différentes, normalement, ça fait un réflecteur très important. Mais là, on voit bien que le réflecteur, il est beaucoup moins marqué. Pourquoi est-ce qu'il est beaucoup moins marqué? Parce qu'en fait, il est traversé par des zones de moindre densité. Et ces zones de moindre densité, eh bien, c'est du magma qui remonte de dessous. Je rappelle qu'ici, normalement, puisqu'on est dans le manteau lithosphérique, on est dans une zone solide. Là, on voit bien qu'on a une zone moins solide, puisque c'est plus blanc. Il y a moins de réflecteurs. On a une remontée de magma. Ce magma remonte depuis la sténosphère. Donc l'activité 2, elle était simple, puisqu'elle faisait appel à vos connaissances d'enseignement scientifique sur la formation des cristaux. Et donc il fallait se rappeler que la formation des cristaux dépend de la vitesse de refroidissement du magma. Donc en enseignement scientifique, vous avez fait une petite expérience avec la vanilline, que vous avez fait fondre et ensuite laissé cristalliser. Vous avez pu observer que lorsque la vanilline refroidit lentement à l'air libre, les cristaux qui se forment sont très gros. Ils grandissent sans arrêt et en fait leur expansion s'arrête lorsque ils rencontrent un autre cristal qui s'est formé et qu'ils se bloquent les uns les autres. Mais sinon, les cristaux vont occuper tout le milieu. Lorsque le refroidissement a été rapide, au niveau des pains de glace de pique-nique, vous avez pu observer que les cristaux sont tout petits et même si vous appuyez bien sur la lame pour qu'elle soit bien en contact avec le froid, vous obteniez aussi des zones où il n'y avait pas du tout de cristaux. Ça faisait une espèce de pâte qu'on appelle une pâte amorphe. On retrouve cette organisation dans les roches issues du refroidissement d'un magma. Donc on peut constater dans le gabbro qu'il n'y a que des gros cristaux. Au passage, on peut reconnaître ici striés des feldspaths et ici en doré des pyroxènes. Mais il n'y a pas de verre volcanique, donc on a bien un refroidissement lent qui donne une roche grenue. Le basalte, on observe tout ce qui est fond noir ici, c'est du verre volcanique, de la pâte amorphe qui n'a pas cristallisé. On va retrouver quelques gros cristaux et des tout petits cristaux en paillettes qu'on appelle des microlithes. On pouvait donc conclure que selon la vitesse de refroidissement du magma, les roches cristallisent plus ou moins. Ainsi, lorsque le refroidissement est rapide en surface, il se forme du verre et énormément de microlithes. Ce sont des roches hémicristallines, c'est du basalte. Alors que lorsque le refroidissement est lent, plus en profondeur sous la dorsale, il ne se forme, la roche est entièrement cristallisée, on dit qu'elle est grenue ou holocristalline. C'est le gabbro. Donc l'activité 3 avait pour but de comprendre pourquoi il se forme du magma au niveau de la dorsale et pas ailleurs. Les scientifiques avaient fait l'hypothèse que le volcanisme observé au niveau des dorsales est alimenté par un magma provenant de la péridotite du manteau qui aurait fondu.
Donc voilà, pourquoi est-ce que cette péridotite, elles font au niveau de la dorsale et elles ne font pas ailleurs? Eh bien, vous aviez un certain nombre de documents et d'observations à faire pour répondre à cette question. Donc le premier document, c'est encore un document du livre, une tomographie sismique à l'aplomb de la dorsale Atlantique Sud. Donc on a déjà vu la tomographie sismique. C'est l'enregistrement des ondes sismiques. Mais à la différence de la sismique réflexion, là ce qu'on enregistre, en fait ce sont les anomalies de vitesse. Comme on sait que les ondes sismiques voient leur vitesse modifiée selon le milieu qu'elles traversent, eh bien les anomalies de vitesse vont pouvoir nous informer sur la nature du milieu. Plus un milieu est froid et dense, plus les ondes sismiques accélèrent. Plus un milieu est chaud et peu dense, plus les ondes sismiques ralentissent. On va donc avoir des anomalies de vitesse négatives. Si les ondes sont ralenties, cela traduira une diminution de la densité, donc une augmentation de la chaleur. Si les anomalies sont positives, cela traduit plutôt un refroidissement lié à une augmentation de la densité. Donc qu'est-ce qui se passe sous la dorsale? On observe une zone rouge. Cette zone rouge, c'est une anomalie négative de vitesse, ce qui signifie que les ondes sismiques sont ralenties, ce qui signifie la présence d'un magma. On va retrouver des anomalies négatives, ici, et puis entre les deux, même si c'est beaucoup moins marqué. Donc ça nous montre aussi au passage que la remontée du magma, ça n'est pas comme un geyser qui remonterait de la sténosphère direct vers la surface, parce que sinon on aurait une grande ligne rouge. C'est du magma qui remonte, mais plutôt par petites gouttes, ce qui fait que globalement la densité diminue, mais de façon relativement faible. Si on s'intéresse à la plaine abyssale, donc ici, de part et d'autre de la dorsale, donc là sur la carte, les anomalies de vitesse sont positives. C'est-à-dire que la vitesse, elle est non pas ralentie, mais accélérée, ce qui montre la présence d'un matériel froid. Donc ici, on pouvait en déduire que la lithosphère océanique qui se forme au niveau de la dorsale par fusion de la roche et formation d'un magma, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale, eh bien, cette lithosphère océanique, elle refroidit. Donc ce document, il nous dit où est la péridotite fondue, mais il ne nous dit pas pourquoi elles fond. Pour comprendre pourquoi la péridotite fond, eh bien, il fallait utiliser ce document qui est ce qu'on appelle un diagramme pression-température. On a déjà vu ce type de graphique dans le chapitre 1. Ceci est le géotherme, c'est-à-dire la ligne qui représente l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Donc augmentation de la température en fonction de la profondeur et par conséquent en fonction de la pression, puisque la pression augmente avec la profondeur. Ce graphique nous donne deux géothermes. Le géotherme au niveau des abysses, c'est-à-dire au niveau des plaines abyssales, c'est-à-dire au niveau de presque partout, et le géotherme au niveau de la dorsale. Le graphique nous indique aussi deux lignes, le solidus et le liquidus. Donc on voit bien sur ce graphique que le solidus et le liquidus séparent les différents états de la péridotite. À gauche du solidus, c'est-à-dire plus froid, la péridotite est 100% solide. À droite du solidus, la péridotite est partiellement fondue, puisqu'elle est à la fois liquide et solide. Et à droite du liquidus, la péridotite est 100% liquide. Donc si on se rappelle ce qu'on a appris du chapitre 1 sur l'évolution du géotherme, on voit bien que au niveau de la dorsale, donc géotherme en pointillé épais, la température augmente beaucoup plus vite sur une faible profondeur, parce que là on a à peu près 10 km, moins de 10 km. Sur une faible profondeur, la température augmente plus vite puisqu'on atteint
1400 degrés en 10 km par rapport aux abysses, à la plaine abyssale, parce que là, la température, elle n'atteint que pour dans les 10 premiers kilomètres, par exemple, elle n'atteint que 400, 200, 400, oui, 400 degrés. D'accord? Donc ça, il faut bien se rappeler. Normalement, c'est des choses que vous êtes censé comprendre dans le graphique puisqu'on l'a déjà travaillé. Donc on peut rajouter qu'au-delà d'une certaine profondeur, pour les deux géothermes, l'évolution ensuite, elle est la même. La température globalement augmente très peu lorsque la profondeur augmente. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau des plaines abyssales, on a ici le solidus, on a ici le géotherme. Globalement, le géotherme ne rejoint jamais le solidus. Autrement dit, la température n'est jamais celle du solidus. Autrement dit, la péridotite n'est jamais fondue. On a 100% de péridotite solide. Maintenant, au niveau de la dorsale, donc le géotherme est décalé, puisqu'on a remonté de magma des profondeurs, donc ça réchauffe. Ce que l'on peut constater, c'est qu'on a une zone ici, où le géotherme dépasse le solidus. Autrement dit, dans cette zone, la péridotite peut être fondue partiellement, puisque la température est plus élevée que la température nécessaire à la fusion de la péridotite. Donc j'ai essayé de hachurer avec la souris, c'est quand même un peu une catastrophe. Je ne sais pas comment font les gens qui arrivent à être hyper habiles avec leur souris. Donc pour finir avec ce graphique, on nous demandait de donner les conditions de pression et de température qui correspondent donc au domaine dans lequel il y a fusion de la péridotite. Et donc ça va nous donner des températures allant de 1200 degrés à 1400 degrés pour des pressions allant de 0,5 gigapascal à presque 5 gigapascal. Ces conditions, elles ne sont présentes qu'au niveau d'une dorsale. C'est le seul endroit où le géotherme passe le solidus. Et donc, cela explique que la péridotite ne peut fondre qu'au niveau des dorsales. Et il n'y aura donc remontée de magma pour former de la lithosphère océanique qu'au niveau des dorsales. Donc le tableau avec les valeurs montre des résultats expérimentaux de fusion de la péridotite. Donc en fait, on place des morceaux de basalte, de péridotite dans un autoclave, on fait chauffer de façon à faire fondre soit 5%, soit 15%, soit 20%, etc. etc. Et en fait, là c'était un travail extrêmement simple. Il suffisait de comparer la composition de la péridotite fondue pour chacun des minéraux avec celle du basalte pour déterminer quel était le pourcentage de fusion de la péridotite qui a donné naissance au basalte. Et on tombe sur 15%, puisqu'on a 48, c'est exactement identique à 48 pour SiO2, à LO3, 13,2, 14,3, etc. On voit que c'est dans la colonne 15% qu'on a les chiffres les plus proches de ceux correspondant à la composition du basalte. Donc voilà, on pouvait déduire de ce document qu'au niveau de la dorsale, le magma en fusion, donc je rappelle que c'est un mélange de péridotite liquide et solide. En fait, il y a 15% de liquide et 85% de solide. On a donc une fusion partielle de 15%. Vous aviez ce schéma bilan à compléter. Donc en voici le corrigé. Donc petit 1, fusion partielle et mise en place du magma. 2, remontée du magma. Comme il est moins dense et plus chaud, il remonte. La chambre magmatique, il va y avoir cristallisation lente, activité 2 avec la structure gabbro-basalte, donc cristallisation lente dans la chambre magmatique et formation du gabbro. Remontée du magma vers la surface, refroidissement brutal en surface du magma et formation des basaltes avec une cristallisation rapide. Formation de lithosphère océanique.
avec en surface les basaltes en coussin qui forment des boules, les voilà. Ensuite, des basaltes en filons qui sont plutôt disposés verticalement, des gabbros, le manteau lithosphérique, donc la péridotite formant la partie sous-jacente de la lithosphère, hein, et le manteau asténosphérique dessous. Et on n'oubliait pas le titre, un modèle de fonctionnement d'une dorsale à l'origine de la lithosphère océanique. Donc la dernière partie concernait l'évolution de la lithosphère océanique au cours de son éloignement de la dorsale. Donc on vous donnait à étudier un certain nombre de roches et vous aviez le microscope virtuel à disposition sur Internet. Donc il fallait tout d'abord observer les roches à l'œil nu. Alors dans le gabbro, normalement vous auriez dû reconnaître, sans même avoir besoin des planches d'identification, les feldspaths plagioclases qui sont blanc-beige parce que vous les avez déjà vus. Dans la péridotite, soit vous vous souveniez que ce minéral vert un peu brillant, c'est l'olivine, soit vous utilisiez la planche d'identification que je vous avais mis en lien. Donc voilà, voilà l'olivine. Dans les deux cas, on a affaire à une roche grenue puisque les minéraux sont visibles à l'œil nu. Donc des roches qui ont refroidi en profondeur. Maintenant, les mêmes roches, mais vieilles, c'est-à-dire éloignées de la dorsale, le métagabbro et la serpentinite. On vous disait dans le texte du TP que le métagabbro est un gabbro transformé et que la serpentinite est une péridotite transformée. Donc, on peut voir au niveau du métagabbro que c'est toujours une roche grenue puisqu'on voit toujours les gros cristaux. De même, pour la péridotite, on voit bien toujours, la serpentinite, pardon, on voit bien toujours les gros cristaux. Par contre, on peut voir dans le métagabbro, à l'œil nu, que les minéraux sont plus les mêmes. Vous voyez, c'est plutôt verdâtre plutôt que blanc-beige. Lorsqu'on regarde la planche d'identification des minéraux à l'œil nu, eh bien, on est là. Et donc, on peut identifier de la hornblende. En revanche, dans la péridotite, on n'identifie pas grand-chose à l'œil nu. On a bien l'impression qu'il y a toujours un peu d'olivine, mais c'est quand même pas très clair. Voilà, donc j'ai ouvert le microscope virtuel, le microscope polarisant virtuel sur le gabbro. En lumière, en fait, j'ai commencé par la lumière polarisée analysée, mais je vous rappelle qu'on utilise toujours d'abord la lumière polarisée non analysée. Donc, on peut constater ici des petits minéraux qui changent un petit peu de couleur et puis des grands minéraux qui restent non colorés et assez un peu striés. Donc ces grands minéraux un peu striés, c'est du feldspath et les petits minéraux, c'est le pyroxène. On va les identifier mieux avec le microscope polarisant analysé parce qu'on retrouve bien ici les plagioclases et on retrouve bien le pyroxène. Donc là, normalement, vous devriez vous en sortir. Maintenant, pour ce qui est de la péridotite, eh bien, on ouvre la péridotite. Pareil. Donc la péridotite, si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait en TP, on la reconnaît très bien tout de suite du premier coup d'œil parce que les bords des minéraux sont extrêmement épais. En lumière polarisée non analysée, on fait pas trop, en tout cas moi je suis pas trop capable de reconnaître les minéraux. Par contre, en lumière polarisée analysée, on peut bien voir les différents minéraux. Donc avec la planche d'identification, on identifiait bien l'olivine ici et les plagioclases avec leurs stries, leurs rayures ici. Donc ensuite, on regardait la composition du métagabbro et de la serpentinite. Donc le métagabbro en lumière polarisée. Donc on voit tout de suite les plagioclases avec leurs rayures. Et donc ici, un minéral qu'on n'avait pas dans le gabbro, qui est là. On nous décrit la hornblende dans la planche d'identification. On regarde hornblende, brun verdâtre, c'est bien ce qu'on a, avec des séries de fissures et en polarisation
des couleurs vives et ça ressemble quand même pas mal à la photo qui nous est donnée. Donc pour la serpentinite, on peut faire le même travail. Donc essayez d'identifier les minéraux qui sont dedans. Bon après on nous en donnait la liste en dessous, hein, mais c'est mieux quand même si on peut essayer de les identifier par soi-même. Donc en lumière polarisée non analysée, à part l'olivine, on ne repère pas grand-chose quand on est aussi peu doué que moi. Donc moi j'utilise là dans ces cas-là la lumière polarisée analysée. Et je reconnais ici des pyroxènes. La légende en dessous me montre que je ne me suis pas trompée. Il y a bien des pyroxènes et de l'olivine dans la serpentinite. Donc je peux déjà conclure que dans mes roches, au cours du vieillissement, de l'éloignement de la croûte océanique, enfin de la lithosphère océanique à partir de la dorsale, eh bien on a une modification de la composition en minéraux, puisque on voit apparaître certains minéraux dans les roches transformées, de la hornblende dans le métagabbro et du pyroxène dans la serpentinite. Lorsqu'on compare dans le document 1B de la page 214 la composition de la péridotite et de la serpentinite, donc péridotite, lithosphère océanique jeune, proche de la dorsale, je le rappelle, serpentinite, péridotite transformée, éloignée de la dorsale. Il y a une différence majeure que l'on retrouve ici. Dans la serpentinite, il y a des molécules d'eau que l'on ne retrouve pas dans la péridotite. Autrement dit, la péridotite est une roche dite anhydre, sans eau, alors que la serpentinite est une roche hydratée. Avec MINUSC, on vous demandait de déterminer le pourcentage d'hydratation. Donc je vous avais donné la fiche technique de MINUSC, la voici, et pour déterminer la composition chimique d'un minéral, eh bien on avait ce petit menu qui nous expliquait très simplement qu'il faut ouvrir l'onglet formule et ensuite aller cliquer dans les cases. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc voilà, on clique sur la case, ça nous dit qu'il y a 2 atomes, on écrit 2, on passe au suivant, on les compte et on complète le tableau jusqu'au bout. Je vais vous épargner ça. Voilà, donc on devait comparer deux minéraux. Donc la hornblende qui est un amphibole, si vous avez regardé les plaques d'identification, c'est donné, et la chlorite qui est un minéral qui apparaît au cours de la transformation. Donc l'amphibole, c'est-à-dire la hornblende, est plus près de la dorsale, puisqu'on a l'axe de la dorsale, donc est dans une roche plus jeune, et ici, la chlorite est dans une roche plus vieille, dans une lithosphère océanique plus vieille. Donc voilà les résultats que l'on obtient. Donc pour la hornblende, le pourcentage d'hydratation s'affichait, 3,96% de la masse, et pour la chlorite, le pourcentage d'hydratation était de 24,25%. Donc autrement dit, il y a plus d'eau dans la chlorite que dans la hornblende. Il y a donc plus d'eau dans le gabbro qui est très éloigné de la dorsale que dans le gabbro qui est plus proche de la dorsale. Et donc en conclusion, en s'éloignant de la dorsale, les roches se transforment d'un point de vue minéralogique et s'hydratent. Donc en conclusion, le magma émis au niveau de la dorsale provient d'une fusion partielle de la péridotite. Cette fusion est permise par la remontée du manteau sous le MO, ce qui va augmenter le géotherme et permettre de passer le solidus. Donc ici. Le magma peut former plusieurs roches car, selon les conditions de refroidissement, les roches formées sont différentes, elles sont plus ou moins cristallisées. Donc on va avoir dans la chambre magmatique, sous la dorsale, cristallisation lente et formation de gabbro. Et en surface, cristallisation rapide et formation de basalte. La péridotite de la lithosphère océanique, elle est là. D'accord ? Au fur et à mesure que la lithosphère océanique s'éloigne de la dorsale,
Elle se transforme parce qu'elle vieillit. Elle va subir des transformations minéralogiques avec l'apparition de nouveaux minéraux et la disparition d'anciens. Donc on peut bien penser qu'en fait c'est les minéraux présents, enfin ce que je dis est un peu, c'est pas clair, hein, mais les minéraux qui sont présents dans les roches néoformées, c'est-à-dire les roches de la lithosphère océanique jeune, se transforment et deviennent d'autres minéraux au cours du vieillissement. Et on a au cours de ce vieillissement aussi une hydratation de cette lithosphère océanique. On verra dans le cours comment se fait cette hydratation de la lithosphère océanique. Donc voilà, le TP est terminé.